En cas de guerre, de panne massive ou d'attaque numérique, combien de jours survivriez-vous sans aucun secours? Demandez-vous franchement, seriez-vous prêt à tenir 3 jours, entièrement seul, si tout venait à s'effondrer autour de vous? Cette question vous paraît-elle excessive, ou bien est-ce aujourd'hui l'un des gestes les plus lucides, et peut-être même politiques, que vous puissiez poser? Jamais l'Europe n'a autant lancé l'alerte. L'Allemagne, la Suède, la France, tous exigent un changement radical de mentalité face à des menaces inédites. Le discours officiel a basculé. Il ne s'agit plus de rassurer, mais de préparer. Les experts en sécurité le répètent sans détour. Nos systèmes de protection civile sont dépassés, façonnés pour un monde révolu. Prenons par exemple le témoignage d'une famille allemande surprise par une coupure d'électricité qui a duré plus de 24 heures à Hambourg en 2021. Cette famille, bien que citadine et informée, s'est retrouvée sans eau chaude, sans chauffage et surtout sans aucune information fiable. La radio, leur seule source de nouvelles, ne fonctionnait plus. Ils ont réalisé à quel point leur confort dépendait de chaînes invisibles, électricité, internet, logistique des supermarchés. Leur expérience est devenue un cas d'école dans les médias locaux pour illustrer la nécessité d'anticiper. Désormais, chacun doit pouvoir survivre de façon autonome pendant au moins 3 jours. Cela signifie 72 heures sans eau courante, sans électricité, sans réseau, sans livraison. Pourquoi? Parce que les récentes crises l'ont prouvé. Une panne géante, une cyberattaque ou une tension internationale peuvent, en quelques heures, plonger tout un pays dans le chaos. Il y a peu, une attaque informatique massive a frappé le Royaume-Uni, paralysant ses services publics. À l'Est, les tensions s'intensifient. Au Proche-Orient, l'instabilité grandit chaque jour. Pour illustrer l'impact potentiel, rappelons la panne d'électricité historique survenue en Italie en 2003 qui a plongé le pays dans le noir complet pendant presque 24 heures. Les ascenseurs étaient prêts à bloquer, les trains à l'arrêt, les hôpitaux fonctionnaient à minima sur générateur. Face à ce type de scénario, 3 jours d'autonomie deviennent un gage de sécurité vitale, non seulement pour soi, mais aussi pour la collectivité. Ignorer ces signaux, c'est courir le risque de tout perdre du jour au lendemain. Ressources, chaleur, moyens de communication, informations fiables. La sécurité de vos proches, la stabilité de votre vie quotidienne, la protection de vos économies sont en jeu. Mais surtout, votre autonomie et votre capacité à agir pourraient en disparaître en une nuit si vous n'êtes pas prêt. La question n'est plus de savoir si une crise surviendra, mais quand. Comprendre ce qui menace aujourd'hui l'Europe, c'est la première étape pour se préparer efficacement. La paix qui semblait acquise hier n'est plus qu'un souvenir fragile. De Kiev à Londres, les lignes de front se dessinent partout, visibles ou invisibles. Désormais, la sécurité de l'Europe ne repose plus sur des traités ni sur des frontières, mais sur une vigilance constante et sur la capacité de réagir à l'imprévu. Les récents événements l'ont confirmé. L'ordre mondial est entré dans une ère d'instabilité radicale. Des attaques de drones ukrainiens ont frappé des infrastructures stratégiques en Russie, entraînant des conséquences inattendues jusqu'au Kazakhstan. L'arrêt d'un site gazier russe suite à un raid a suffi à fragiliser la production énergétique du pays voisin. Un exemple historique éclaire cette situation. Lors de la crise pétrolière de 1973, un embargo décidé par les pays de l'OPEP a provoqué une onde de choc mondiale. Les files d'attente devant les stations d'essence s'allongeaient, la production industrielle ralentissait et la population découvrait la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, une cyberattaque bien menée pourrait produire les mêmes effets, mais en quelques heures seulement. Cette interdépendance régionale montre que chaque incident peut provoquer une réaction en chaîne bien au-delà des zones de conflit direct. Un choc local peut suffire à bouleverser l'équilibre de tout un continent. Nul ne peut plus se croire à l'abri. Mais la guerre moderne ne se résume plus aux bombes. Les cyberattaques se multiplient, visant les secteurs les plus sensibles. Récemment, une fuite massive de données militaires britanniques a révélé à quel point nos systèmes sont vulnérables. Il suffit d'un fichier compromis pour exposer des secrets d'État, voire mettre des vies en danger. Pour prendre la mesure du danger, souvenons-nous du piratage de l'hôpital de Düsseldorf en 2020. Une attaque informatique a paralysé les systèmes informatiques, forçant le personnel à transférer des patients en urgence et entraînant la mort d'une patiente faute de soins à temps. Ce drame a marqué un tournant dans la prise de conscience de la vulnérabilité numérique. Face à cette escalade, les États-Unis ont lancé un avertissement clair. La coopération en matière de renseignement pourrait cesser du jour au lendemain. L'Europe risquerait alors de devenir aveugle et sourde face à la montée des menaces. Dans ce climat de défiance, chacun est exposé à la désinformation ou à l'attaque surprise.
La dépendance énergétique, technologique et militaire de l'Europe rend le continent particulièrement vulnérable. Selon les experts en sécurité, une crise majeure pourrait paralyser la société en quelques heures à peine. Les rayons des supermarchés se videraient. L'électricité pourrait être coupée. Les réseaux de communication submergés ou sabotés pourraient s'effondrer. Pour mieux comprendre, imaginez un scénario. Un matin, une cyberattaque coupe l'électricité dans une grande ville comme Paris. Les feux de circulation s'éteignent, les métros restent entaqués. Les distributeurs de billets sont inutilisables, les paiements électroniques impossibles. Au bout de quelques heures, l'eau potable commence à manquer, faute de pompes électriques. Les personnes dépendantes de médicaments ou d'appareils électriques sont en danger immédiat. C'est ce genre de situation que les autorités redoutent. Les autorités recommandent désormais de stocker eau, nourriture et énergie pour au moins 10 jours. Pourtant, le seuil minimal d'autonomie conseillé reste de 72 heures, 3 jours où il faut pouvoir subvenir seul à ses besoins essentiels, sans compter sur l'aide de l'État ni sur la solidarité du voisinage. Ignorer cette nouvelle réalité, c'est exposer sa famille à l'imprévu, aux pénuries et à la panique. C'est risquer de perdre le contrôle, d'être manipulé ou laissé pour compte. La résilience n'est plus une option, elle devient la condition de la survie et de la préservation de ce qui nous est cher. Mais se préparer matériellement ne suffit pas. La faille la plus critique ne se cache ni dans nos réserves, ni dans nos technologies, mais dans notre mentalité. C'est là que tout se joue, et que tout peut s'effondrer. Comprendre ce basculement est la première étape pour s'adapter. Mais par où commencer lorsque tout semble vaciller autour de soi ? Avoir un kit de survie ne sert à rien si votre esprit refuse d'accepter la réalité d'une crise. Tant que l'idée d'une catastrophe majeure reste taboue, aucune quantité de vivres ou de plans ne compensera notre impréparation collective. L'Allemagne et la Suède tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Ces pays exigent un vrai changement de mentalité. Il ne suffit plus de remplir nos placards, il faut accepter mentalement la possibilité d'une crise soudaine, profonde et sans précédent. Prenons l'exemple du Japon, un pays régulièrement frappé par des séismes et des tsunamis. Là-bas, chaque citoyen sait, dès l'école primaire, comment réagir en cas de catastrophe. Les exercices d'évacuation sont fréquents, les kits d'urgence obligatoires dans de nombreux foyers. Résultat, lors du séisme de 2011, alors même que la catastrophe fut d'une ampleur inédite, la discipline collective et la préparation ont permis d'éviter des mouvements de panique massifs. Ce modèle prouve qu'une société résiliente commence par l'acceptation mentale du risque. En Suède, le discours des autorités ne laisse aucune place au doute. Il faut passer en mode guerre. Leur objectif n'est pas de semer la panique, mais de rappeler que la paix n'est jamais acquise, surtout alors que les tensions régionales et mondiales atteignent des sommets inquiétants. Ce blocage mental n'est pas anodin. Refuser de nommer le danger, c'est choisir l'illusion du confort. Or, tant que nous évitons ce face-à-face, nos réflexes collectifs d'autonomie et de solidarité restent sous-développés, alors qu'ils sont notre meilleure protection. Les experts le martèlent, si chaque citoyen était prêt à survivre seul durant au moins 72 heures, cela soulagerait considérablement les secours. Les ressources pourraient alors être concentrées sur les urgences absolues, évitant l'effondrement dès les premières heures d'une crise. C'est ce qu'illustre l'exemple de la tempête Xynthia en France en 2010. Dans les zones où les habitants avaient anticipé, le nombre de victimes fut nettement inférieur. Certains avaient stocké de l'eau, préparé des lampes de poche, identifié les points hauts pour se réfugier. Là où la préparation manquait, la panique et la désorganisation ont fait le lit du drame. Persister à refuser ce changement intérieur pourrait se payer au prix fort. Une crise ne prévient pas, elle s'impose brutale. Sans préparation, la panique l'emporte, rendant la société dangereuse pour tous. Le vrai risque n'est pas le manque de matériel, mais l'absence de préparation psychologique. Ignorer l'urgence de ce changement de regard, c'est risquer de tout perdre au premier choc. C'est la réalité que certains voisins commencent à intégrer, pendant que d'autres préfèrent rester dans le déni. Mais comment amorcer ce basculement mental alors que l'habitude du confort est si enracinée ? Il existe pourtant des leviers concrets pour renforcer, dès maintenant, notre résilience collective. 3 jours d'autonomie. Barrière ou point de bascule ? Cette question n'a jamais été aussi pressante pour chaque foyer européen. Imaginez, du jour au lendemain, une cyberattaque ou une rupture d'approvisionnement. En l'absence totale de préparation, une ville s'arrête en quelques heures. Les commerces baissent peu le rideau, les hôpitaux rationnent, l'eau potable se raréfie. 3 jours, c'est le seuil critique pour éviter la panique et l'effondrement. Mais si la population s'organise, tout change. Les secours peuvent se concentrer sur les plus fragiles. Ceux qui ont anticipé deviennent des soutiens essentiels pour le voisinage.
L'autonomie individuelle décuple la force du collectif. Ensemble, on gagne de précieuses heures, parfois même des vies entières. La Suède l'a compris avant beaucoup d'autres. Là-bas, la paix est un devoir quotidien, non un acquis. Les citoyens savent que chaque crise révèle la force ou la faiblesse de leur solidarité. Se préparer, ce n'est pas céder à la peur, c'est choisir la vigilance et la responsabilité. À l'inverse, l'inaction accroît la vulnérabilité. Attendre, c'est donner un avantage à l'adversaire et exposer ses proches au danger. Refuser d'évoluer, c'est accepter l'impuissance et l'insécurité. En définitive, 3 jours d'autonomie peuvent décider de la frontière entre sécurité et chaos. Ce qui paraît futile aujourd'hui pourrait demain tout changer pour votre famille et votre quartier. Reste à savoir comment passer de l'inquiétude à l'action et bâtir une résilience qui protège au lieu d'inquiéter. La réponse passe par une préparation concrète et accessible à tous. Mais par où commencer pour transformer la peur en force collective ? Se préparer n'est pas céder à la panique, c'est s'adapter à notre époque. Face à l'incertitude qui gagne du terrain, anticiper devient une forme de lucidité. Refuser d'agir, c'est laisser la chance déterminer le sort de sa famille. Première étape essentielle, bâtir un stock d'eau, de vivres et d'énergie suffisant pour tenir au moins 10 jours. Ce n'est pas sombrer dans la peur, mais s'offrir une marge de sécurité. Quelques litres d'eau par personne et par jour, des denrées non périssables, une source de chaleur ou de lumière. Ces mesures simples sont à la portée de tout foyer. Pour être concret, commencez par dresser une liste. Pour chaque membre du foyer, prévoyez 3 litres d'eau par jour, soit 9 litres pour 3 jours, par personne. Pour une famille de 4 personnes, il faudra donc au moins 36 litres d'eau. Côté alimentation, privilégiez les conserves, les pâtes, le riz, les fruits secs, des produits sans qui se conservent longtemps. Pensez aussi à un réchaud de camping, des piles et des bougies. Entraînez vos proches à vivre en autonomie complète durant 72 heures. Imaginez une panne totale. Plus d'électricité, plus de téléphone, plus de magasins ouverts. Pourriez-vous vraiment protéger vos enfants et subvenir à vos besoins pendant 3 jours sans aucun secours ? Un exercice pratique consiste à simuler un week-end, sans électricité ni eau courante. Coupez le disjoncteur, limitez l'usage de l'eau et observez les réactions. Que manque-t-il ? Quelles difficultés surgissent ? Cette expérience, réalisée en famille, permet de repérer les failles et de renforcer la cohésion. Renseignez-vous sur les plans d'urgence locaux. Où se trouvent les abris les plus proches ? Quels sont les itinéraires de rassemblement ? Préparez-vous à réagir vite. Un plan clair, c'est du temps gagné quand tout s'effondre. L'idée est aussi de sensibiliser les enfants sans dramatiser. Par exemple, en leur apprenant à reconnaître les sons d'alerte, à mémoriser le numéro d'un proche ou à rassembler rapidement un sac d'urgence. Ce sont des gestes simples qui sauvent des vies. Éveiller la culture du risque, c'est aussi dialoguer avec voisins et communautés. Parler de préparation ne doit plus être un sujet honteux. Partagez astuces, organisez des ateliers, transmettez vos expériences. Plus la conscience collective du danger s'affirme, plus la société devient résiliente. Prenez exemple sur la communauté de Christchurch en Nouvelle-Zélande, frappée par un séisme en 2011. Les habitants ont organisé spontanément des repas collectifs, partagé les ressources et les informations et soutenu les plus vulnérables. Leur solidarité a permis d'éviter l'isolement et d'accélérer le retour à la normale. Chaque effort individuel renforce la sécurité de tous. Plus chacun est prêt, moins la communauté entière est vulnérable. Se préparer, c'est prendre une part discrète mais essentielle à la préservation de la paix et de l'ordre. Choisir l'inaction, c'est s'exposer aux caprices du monde. Agir, c'est reprendre la main pour soi et pour ceux qu'on aime. Cela ne demande ni fortune ni sacrifices extrêmes, mais un regard lucide sur la réalité. Mais la préparation individuelle ne suffit pas. Face à des menaces systémiques, la résilience doit aussi s'organiser à l'échelle collective. Les municipalités, entreprises et associations ont un rôle crucial. Par exemple, certaines villes allemandes organisent chaque année des exercices de crise grandeur nature, impliquant pompiers, police, citoyens volontaires. Ces simulations révèlent les points faibles et permettent d'améliorer les protocoles d'urgence. Il est aussi possible de créer des groupes de voisins solidaires où chacun partage ses compétences, un électricien, une infirmière, un cuisinier, un bricoleur. Ces réseaux informels deviennent précieux en cas de crise. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Posez un acte concret maintenant. Nous vivons un moment critique où chaque minute pèse lourd. Imaginez, d'un jour à l'autre, coupure d'électricité, carburant introuvable, réseau inaccessible. Penser que cela n'arrive qu'aux autres, c'est s'aveugler volontairement. La planète est entrée dans une phase de bouleversement fulgurant.
Les conflits s'étendent, les menaces hybrides prolifèrent, et la stabilité européenne est plus fragile qu'à n'importe quel moment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, beaucoup persistent à croire que leur quotidien ne peut être bousculé. Ce réflexe doit disparaître. L'avenir de vos proches dépend de vos choix actuels. Reporter, c'est s'exposer. Accordez 3 minutes à vérifier vos réserves d'eau, à constituer un stock d'aliments non périssables, ou à discuter en famille d'un plan d'urgence. Ces gestes simples peuvent tout changer. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est du bon sens. En Suède, environ 9 citoyens sur 10 soutiennent activement un changement de mentalité, prêts à investir dans leur sécurité. L'Allemagne recommande à chaque foyer de pouvoir subsister au moins 72 heures en totale autonomie. Si chacun suivait ces principes, les secours pourraient en sauver des milliers de vies lors des moments les plus critiques. Ce choix est déterminant. Il ne s'agit pas de céder à la panique, mais d'ouvrir les yeux. Agir aujourd'hui, c'est préserver demain l'équilibre de votre foyer, la valeur de votre patrimoine et votre liberté de décider. Renoncer à agir, c'est abandonner son pouvoir à d'autres, dans la précipitation, quand il sera trop tard pour choisir. L'histoire le répète, l'impréparation coûte toujours plus cher que la prévention. Votre initiative compte. Même modeste, elle peut enclencher une dynamique de résilience. Famille, amis, voisins. Ensemble, nous pouvons renforcer la société civile et bâtir une Europe moins vulnérable face aux tempêtes qui s'annoncent. La paix n'est jamais acquise. C'est une responsabilité partagée, un engagement de chaque instant. Préparez-vous aujourd'hui pour protéger ce qui compte vraiment, demain.